C'est un sculpteur qui sort sur la place du village avec sa grosse pierre cubique. Il la pose, il la sculpte, et un enfant le regarde. Quand il a fini, il a sculpté un magnifique cheval. Et là, l'enfant va le voir et il lui demande « Mais comment tu savais qu'il y avait un cheval à l'intérieur ?» Au Tibet, il y a très longtemps, vivait un roi qui vivait dans un très beau palais et qui était adoré de son peuple. Le palais était arrangé avec goût, mais avec toute simplicité. La plus grande richesse de ce roi, c'était un cheval extraordinaire. Un cheval qui parlait. Melongui. Melongui était un cheval noir, avec une crinière très souple. Ses yeux étaient noirs également. Quand il vous regardait, quand il vous parlait, vous étiez saisi. Vous l'écoutiez avec beaucoup d'intérêt. Il y avait même un peu de sagesse dans ses paroles. Pour s'occuper de Melongui, le roi avait choisi un jeune homme qui s'appelait Gafney. Il avait choisi Gafney à cause de sa droiture. Jamais on n'avait entendu Gafney mentir. C'était un homme lumineux, qui aimait la vie, qui aimait les gens, qui aimait la nature. Et le roi voulait que Gafney et Melongui vivent en dehors de la ville, dans les belles montagnes tibétaines. Il leur avait fait construire une petite maison en pierre, avec les pierres de la montagne. Melongui avait son écurie, Gafney avait sa pièce de vie. Et tous les deux vivaient dans un décor de rêve. Des sommets féeriques, et juste à côté une vallée avec plein de cours. Un jour, le roi va recevoir la visite de son cousin, un cousin qui est également roi dans un pays étranger. Et il voudrait lui présenter Melongui. Lorsque le cousin arrive, le roi lui présente Melongui, puis les deux hommes se retirent dans la salle du trône. Le cousin a dit « Ton cheval, Melongui, le cheval noir qui parle, est effectivement extraordinaire. Mais je possède dans mon royaume quelque chose d'encore plus extraordinaire. » Quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, mon cousin, dans quelques minutes, ma fille, la princesse Aguka, va arriver sur sa jument grise. Et cette jument grise, mon cher cousin, elle chante. Il a à peine dit ceci que l'on entend dans la rue un chant monter vers les fenêtres du palais. Le roi va à la fenêtre, il est saisi. D'abord le chant, merveilleux, suave, une voix extraordinaire. Et effectivement, il voit Somaki, une magnifique jument grise. Sa crinière, elle est coiffée en petites tresses. Et lorsqu'elle chante, elle lève la tête avec beaucoup de grâce. C'est un spectacle magique. Et sur son dos, la princesse Aguka a mis un voile rouge devant son visage pour pas qu'on la voie. C'est extraordinaire. Dans un premier temps, le roi ne sait pas ce que dire. Et puis, là, il voit Melongui et Gafney qui regardent passer Somaki avec la princesse Aguka. Une idée lui vient. Et, cher cousin, Somaki, la jument grise qui chante, elle est vraiment magnifique. Mais moi, j'ai dans mon royaume encore quelque chose de plus extraordinaire. Quelque chose de plus extraordinaire? Qu'est-ce que c'est? Mais vous voyez le jeune homme là-bas, Gafney, celui qui s'occupe de Melongui. Cet homme n'a jamais menti. Oh, mon cher cousin, un homme qui ne ment jamais. Mais ça n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Je vous promets la moitié de mon royaume si je n'arrive pas à faire mentir ce Gafney devant vous dans les jours qui suivent. Le roi, un peu piqué au vif, lui dit « Eh bien moi, je vous promets la moitié de mon royaume si vous réussissez à le faire mentir. » D'accord, mon cousin? Le soir,
Le cousin rejoint sa fille, la princesse Aguka, dans ses appartements. Et il lui fait part du pari qu'il vient d'avoir avec le roi. La princesse Aguka est d'une très grande beauté. Et lorsqu'elle entend son père parler du pari, elle sourit et elle lui dit « Père, vous avez déjà un demi-royaume en plus. Vous savez très bien que je fais ce que je veux avec les hommes. Je ferai mentir votre Gaffney dans quelques jours, n'ayez crainte. Ma fille, je te remercie. Je compte sur toi. » Le lendemain, Gaffney et Mélongui ont rejoint leur beau coin de montagne. Ils ont galopé un petit peu dans la nature et, au pas, ils retournent vers leur demeure. Et Mélongui dit à Gaffney, « Gaffney, tu as vu la jument grise hier, Somaki, comme elle est belle, et son chant, j'en frissonne encore. » Et Gaffney sourit et dit, « Hé, t'es tombé amoureux, Mélongui, mais je te comprends, c'est une beauté. Mais tu as sans doute dû remarquer qu'elle aussi t'a regardé avec beaucoup de douceur quand elle est passée devant nous. » Puis tout d'un coup, Gaffney se tait. Il entend des sanglots. Ah oui, effectivement, à 30 mètres devant leur demeure, il y a une femme, pauvrement vêtue, qui se tient la main dans la tête et qui sanglote. Promptement, Gaffney se redirige vers elle et vous avez besoin de quelque chose? Vous allez mal? Oh, j'ai soif, dit la femme. Je suis très fatiguée, en regardant son visage dans les bras. Elle a à peine fini de parler que Gaffney est déjà revenu avec une coupelle d'eau fraîche. La femme prend la coupelle d'eau fraîche. Je vous remercie. Et elle plante son regard dans les yeux de Gaffney. Gaffney est troublé. Cette femme, elle est pauvre, elle est malheureuse, mais comme elle est belle. Vous avez sans doute deviné que cette femme n'est personne d'autre que la princesse Aguka, qui commence à jouer sa terrible comédie. Mais comment Gaffney pourrait-il s'en douter? Il n'a jamais vu son visage. Il lui dit, si vous voulez, vous pourriez rester passer la nuit. Vous savez, c'est très facile, je vais dormir dans l'écurie avec mon cheval, j'y suis très bien, et je vous laisse ma maison. Oh, vous êtes vraiment très gentil de vous occuper d'une fille de rien, mais oh, je veux bien. Gaffney est ravi. Il lui prépare un repas, il lui prépare sa chambre, et il lui dit, vous allez voir comment on dort bien dans notre montagne. La nuit, Gaffney est auprès de son cheval, Mélongui, et à son tour, il se confie. Oh, Mélongui, tu as vu cette femme comme elle est belle? Peut-être qu'elle pourra rester plus un jour. Mélongui, à son tour, sourit. Tu es tombé amoureux, toi aussi. Mais je te comprends très bien. C'est une beauté. Sans doute qu'elle va passer dans tes rêves, comme Somaki, la jument grise, passe dans les miens. Effectivement, Gaffney dort très peu. Et le lendemain matin, il est en train d'admirer le lever du soleil quand il voit la princesse sortir de la maison, s'étirer et il entend dire « Waouh, comme j'ai bien dormi. Il y a bien longtemps que j'ai dormi comme ça. » Gaffney s'approche, il dit « Mais si vous voulez rester quelques jours pour vous reposer, c'est volontiers, je vais vous faire découvrir cette région, vous verrez, elle est magnifique. » « Oh, vous êtes vraiment gentil, dit-elle. Et avec un grand sourire. « Je veux bien. » C'est comme ça que pendant 3 jours, Mélongui, Gaffney et la fille de rien vont grimper sur des sommets, vont descendre dans la vallée, se baigner dans les rivières, manger les choses de la nature, rigoler, chanter. Et la fille de rien joue de tous ses charmes. Tant et si bien qu'au 3e jour, Gaffney n'y tient plus. Son cœur est comme une montgolfière. Et il dit à cette fille de rien, je vous aime. Est-ce que vous accepteriez de vivre avec nous ici? Nous pourrions être heureux. Oh, vraiment, vous êtes très gentil, dit la fille de rien.
Et vous m'aimez, dites-vous. Tous les hommes disent cela. Et figurez-vous qu'à la première épreuve, vous me laissez tomber, vous me laisserez tomber. Votre amour n'est qu'illusion. Daphné est très touché par ces paroles. Il veut répondre, mais il entend la fille de rien qui se tient le ventre et qui dit « Ah, ça y est, ce mal qui revient, qui va me tuer, c'est sûr. Cette fois-ci, je vais mourir. » Daphné est affolée. « Mais ne mourrez pas, je vous en prie. » Il prend la bien-aimée dans ses bras. Il va l'allonger sur son lit, lui met une couverture et dit « Je connais des plantes qui vont vous guérir. Ne bougez pas. » « Non, ce n'est pas besoin de plantes. Ce n'est pas ce qu'il me faut. » Mais Daphné ne l'écoute plus. « Mais Longhi, j'ai besoin de toi. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Vous allez voir, ces herbes-là sont magiques. » Et voilà, Daphné est partie avec Mélonghi. Ils prennent des risques insensés. Ils sautent au-dessus du précipice. Et Daphné, pour cueillir quelques plantes, il est devant des pentes périlleuses, très improbables. Pendant ce temps-là, dans sa demeure, la fille de rien, qui se porte comme un chat, est adossée à la fenêtre et elle regarde le paysage. Elle est contente d'elle, le plan se déroule comme prévu. Et puis elle entend le galop de Mélonghi qui revient. Alors vite, elle retourne sur sa couche et reprend son visage de souffrance. Daphné arrive, lui apporte une infusion toute chaude et lui dit « Tenez, buvez ça, vous verrez, vous allez guérir. » « Non, non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est pas ça qu'il faut. » Et sa voix est de plus en plus faible. « Je sais ce qu'il me faut. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous le donner tout de suite. » « Il faut que je mange. Il faut que je mange. Et que vous mangez quoi? Dites-moi, je vais vous le chercher. Il faut que je mange. Le cœur de votre cheval. » Daphné est foudroyée. Le cœur de Mélonghi. Il recule de 2 pas. Il ne sait pas ce que dire. Il ne sait pas ce que faire. Ah, vous voyez bien. Moi, je veux bien vivre avec vous. Vous allez me laisser mourir. Ma vie vous intéresse moins que celle de votre cheval. Daphné a toute la misère du monde sur ses bras. Il ne dit rien. La tête basse. Il sort de la demeure, prend une hache qui est là, posée sur le seuil. Il la cache derrière son dos et se dirige vers Mélonghi. Mélonghi le voit venir, le laisse s'approcher, de plus en plus près. Et lorsque Daphné est tout près de lui, Mélonghi lui dit « Caches-tu derrière ton dos? Qu'est-ce que tu me veux? Dis-le-moi. » Alors Daphné, dans un élan de détresse, il lève la hache et il la jette le plus loin possible sur les cailloux du chemin. Il dit « Mélonghi, je ne veux pas qu'elle meure. Mais je ne peux pas te tuer non plus, c'est pas en moi. » « Me tuer, dit Mélonghi. Mais qui parle de me tuer? Elle m'a dit, Mélonghi, que pour guérir, il fallait qu'elle mange ton cœur. Mais je ne veux pas que tu meures non plus, Mélonghi, je t'aime. » Et Mélonghi, une voix très posée, regarde Daphné et lui dit « Je t'aime aussi, Daphné, et je vais te le prouver. » Daphné, est-ce que tu peux t'arranger pour que Sobaki, ma belle jument grise, vienne me voir ce soir? Oui, bien sûr. Et le soir, on entend le chant de Sobaki, le chant qui résonne dans la montagne. C'est une splendeur. Sobaki va rejoindre Mélonghi. Pendant ce temps-là, Daphné dit, il est au chevet de sa bien-aimée. Il lui a dit que tout allait bien se passer, qu'elle ne se tracasse pas, qu'elle allait guérir. La nuit passe et le lendemain, lorsque Daphné sort de sa petite maison, il sait ce qu'il va trouver. Et effectivement, sur un petit peu d'herbe là, Mélonghi est allongé, inerte, mort, au pied de Sobaki. Daphné dit, il a mangé les plantes qui tuent. Répond Sobaki. Quelque temps après, dans un bol, il y a le cœur fumant de Mélonghi.
Daphné se dirige vers sa demeure et la porte à sa bien-aimée, le pose à côté de son lit en disant « Tenez, voilà, c'est le cœur de mon ami qui va vous guérir. Mangez-le, mais permettez que je ne vous regarde pas. Je vais vous attendre dehors. » Et il sort. Au bout d'un moment, il appelle « Vous avez fini? Vous allez mieux ?» Et c'est un lourd silence qui lui répond. Pris d'une soudaine angoisse, Gaffney se précipite. « Ne mourrez pas, ne mourrez pas !» Il rentre dans la maison, mais il n'y a plus personne. Le rideau a été tiré, la fenêtre est ouverte. Et là, auprès du lit, il y a toujours le cœur de Ménongui dans le bol. Elle n'a touché à rien. Oh. Gaffney mesure l'ampleur du désastre. Il a tué Ménongui. Il a perdu sa bien-aimée. Comment apprendre au roi la mort de Ménongui? Il va falloir que j'apprenne à mentir, se dit-il. Alors il sort de sa maison, se dirige vers un petit cairn qui n'est pas très loin, enlève son chapeau, pose le chapeau sur le cairn, comme pour faire, comme si c'était le roi, et une fois qu'il essaye d'être la plus sûre possible, il dit « Majesté, cette nuit, des malfaiteurs sont venus enlever Ménongui. J'ai voulu m'interposer, mais il a à peine dit ça que le cairn s'effondre et le chapeau qui roule à ses pieds. » Gaffney a compris, c'est clair, jamais il ne saura mentir. Il entend le bruit d'une monture, et une voix qu'il connaît bien. C'est la voix du messager du roi qui dit « Gaffney, Sa Majesté aimerait que tu lui apportes des nouvelles de Ménongui. » « D'accord, d'accord, dit Gaffney. J'arrive. » Et il commence à partir à pied. Le messager, le voyant partir à pied, dit « Tu vas à pied, Gaffney ?»« Oui, oui. »« Ménongui. Il est arrivé quelque chose à Ménongui. Ménongui est malade ?»« Non, 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 dit Gaffney. Ménongui n'est pas malade. »« Ah, tu me rassures. » Et pendant que Gaffney se dirige vers le palais royal, il est loin de se douter que le roi sait tout. Agouka est allé avertir son père de la mort de Ménongui, et son père est allé voir le roi en lui disant « Votre Gaffney, vous croyez qu'il va vous dire que c'est lui qui l'a tué? Il va venir vous raconter je ne sais quelle sornette, et vous allez me donner la moitié de votre royaume. » Le roi n'a pas répondu. Les deux hommes sont assis dans la salle du trône et attendent Gaffney. Quand Gaffney arrive, le roi, avec une voix qui ne laisse poindre aucune émotion, lui dit « Alors, mon cher Gaffney, quelle nouvelle m'apportes-tu de mon bon Ménongui ?» Gaffney s'approche encore plus près du roi, retire son chapeau et dit d'une voix triste et sans hésitation « Ménongui est mort, Majesté. Par ma faute, j'ai donné son cœur à manger à une fille de rien que je croyais très malade et que j'aime. » Puis il se met à genoux en disant « Je vous ai trahi, Majesté. » Il n'a pas le temps d'aller plus loin. Le roi l'interrompt. « Lève-toi, Gaffney. Tu ne m'as pas trahi. Non seulement tu viens de me faire gagner un demi-royaume, mais tu viens de prouver que l'homme peut vivre sans le mensonge. » Et ajoute le cousin, confondu, par une telle droiture, tu viens de nous prouver que l'amour existe. À ce moment-là, la princesse Agouka, qui était cachée derrière un pilier, s'offre à la vue de Gaffney. Elle a revêtu ses habits de princesse. Elle est d'une beauté extraordinaire. Quand Gaffney la voit, il dit « Majesté, c'est elle la fille de rien, c'est elle. »« Oui, c'est moi, Agouka, la fille de moins que rien. » Sa voix a changé. Et elle ajoute « Gaffney, je croyais t'avoir dominé. Je te croyais naïf. Je me croyais la plus forte. Mais je suis confondue. Je me sens petite. J'ai honte de ce que j'ai fait. » Et elle ajoute « Gaffney, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Gaffney le regarde et lui répond sans hésiter
Mais je t'aime, Abuka. Je te pardonne. Et si tu veux que nous vivions ensemble, je serai le plus heureux des hommes. La princesse Abuka sent comme un cœur nouveau bat dans sa poitrine. Elle dit, Gafneh, je suis une femme qui a beaucoup de chance. Laisse-moi te dire ce que Somaki, ma belle jument grise, m'a dit cette nuit. Elle ne chantera plus, parce que Melongui est mort. Mais elle attend un poulain de lui. Et elle m'a dit que ce poulain naîtra le même jour que notre premier fils. Et que tous les deux vivront une formidable histoire d'amitié. Et la prophétie de Somaki s'est réalisée. Aujourd'hui au Tibet, tout le monde a entendu parler de cette histoire merveilleuse, de cette amitié qui a uni pendant toute une vie un prince d'une grande beauté, d'une grande droiture, avec un cheval qui était gris et noir et qui savait parler et chanter.